48 heures, c'est le délai que Donald Trump vient de donner à l'Iran. Pas une semaine, pas 10 jours comme la dernière fois, 48 heures, pour conclure un accord, pour rouvrir le détroit d'Ormuz, ou pour subir ce qu'il appelle lui-même, sans métaphore, sans nuance, le déchaînement des enfers. Et la réponse de Téhéran est arrivée dans la foulée, immédiate, directe, sans la moindre hésitation. Ces menaces sont stupides. Un seul mot, choisi avec soin, pas de la colère, pas de la peur, du mépris. Ce samedi 4 avril, le compte à rebours le plus dangereux de la décennie a commencé, et il y a une variable que personne n'avait anticipée. Un pilote américain est toujours porté disparu quelque part en territoire iranien, et l'Iran vient de mettre sa tête à prix. Restez avec nous jusqu'à la fin, parce que ce qui se joue dans les prochaines 48 heures pourrait redéfinir l'ordre mondial pour les années à venir. Commençons par les mots exacts de Donald Trump publiés sur Truth Social ce vendredi. Le président américain a donné à l'Iran 48 heures pour choisir entre deux options. Première option, conclure un accord de paix. Deuxième option, rouvrir immédiatement le détroit d'Ormuz. Et si aucune de ces deux conditions n'est remplie, Trump a promis que l'enfer se déchaînerait sur eux. Ce n'est pas la première fois que Trump fixe une date limite à l'Iran. Rappelons le 6 avril, date qu'il avait lui-même annoncée comme ligne rouge absolue. Cette date est passée sans l'escalade promise. Téhéran s'en souvient. Et c'est précisément pourquoi la réponse iranienne a été aussi cinglante. Mais il y a une contradiction dans le message de Trump que les analystes ont immédiatement relevé. Dans la même publication, le président américain a affirmé que les États-Unis sont en mesure de rouvrir le détroit d'Ormuz eux-mêmes, avec un peu plus de temps. Ce qui soulève une question évidente, si Washington peut rouvrir le détroit militairement, pourquoi avoir besoin d'un ultimatum à Téhéran? Et si l'Iran doit le rouvrir lui-même, quels moyens de pression réels restent-ils sur la table? Cette tension interne dans le discours américain n'est pas passée inaperçue, ni à Téhéran, ni dans les capitales alliées. La réponse iranienne mérite une analyse précise, parce que le choix du mot n'est pas anodin. Téhéran aurait pu répondre par la colère, par des menaces de représailles, par une démonstration de force militaire. Ce sont les réponses que les stratèges américains avaient sans doute anticipées et pour lesquelles ils avaient préparé des contre-mesures. L'Iran a choisi autre chose, le mépris. Qualifier les menaces du président de la première puissance militaire mondiale de stupides est un acte politique calculé. Il envoie plusieurs messages simultanément. D'abord, à la population iranienne. Notre régime ne s'incline pas. Ensuite, au reste du monde arabe et musulman, nous résistons à l'intimidation américaine. Et enfin, à Washington lui-même. Vos ultimatums ne nous font pas peur, parce que nous pensons qu'ils sont du bluff. C'est une stratégie risquée, parce que si Trump décide de prouver que ce n'est pas du bluff, les conséquences seront catastrophiques pour l'Iran. Mais c'est aussi une stratégie cohérente avec la doctrine iranienne depuis des décennies. Ne jamais montrer de faiblesse publiquement, même sous la pression maximale. Ce détail a particulièrement préoccupé plusieurs analystes en sécurité internationale, parce que quand deux parties refusent simultanément de reculer en public, les sorties de crise pacifiques deviennent exponentiellement plus difficiles à construire. Mais ce n'est pas tout, parce que vendredi, quelque chose s'est produit qui a changé la nature même de ce conflit. Pour la première fois depuis le début de l'offensive américaine le 28 février, la défense iranienne a réussi à abattre des appareils militaires américains. 2 avions de chasse de l'US Air Force ont été détruits au-dessus du territoire iranien vendredi. 2 des 3 pilotes concernés ont été secourus par les forces américaines, mais un troisième est toujours porté disparu. Mesurons ce que cela signifie militairement. Depuis le lancement de l'opération, l'armée américaine avait maintenu une supériorité aérienne quasi totale. Les défenses iraniennes semblaient dépassées, saturées, incapables de menacer sérieusement les appareils américains opérant à haute altitude. Cette perception vient d'être remise en question de manière brutale. Que s'est-il passé exactement? Les détails techniques restent classifiés. Mais selon plusieurs experts en défense, 2 hypothèses principales circulent. Soit l'Iran a activé des systèmes de défense antiaérienne qu'il avait délibérément tenus en réserve depuis le début du conflit, attendant le moment opportun, soit des informations sur les trajectoires de vol américaines ont été compromises, permettant une interception ciblée. Dans un cas comme dans l'autre,
ce double abattage envoie un signal militaire d'une gravité considérable, et il complique énormément la promesse de Trump de terminer le travail bientôt. Mais c'est le troisième pilote qui concentre désormais toutes les attentions. Un pilote américain, toujours en vie selon les premières informations, quelque part en territoire iranien, et l'Iran vient officiellement de mettre sa tête à prix. Cette situation crée une pression politique d'une intensité que Trump n'avait pas anticipée. Rappelons l'histoire. En 1979 et 1980, la crise des otages américains en Iran a paralysé la présidence de Jimmy Carter pendant 444 jours. Elle a contribué directement à sa défaite électorale. La comparaison n'est pas parfaite. Un pilote capturé n'est pas équivalent à 52 diplomates pris en otage. Mais le principe politique est identique. Un Américain aux mains de l'Iran est une arme politique d'une puissance extraordinaire pour Téhéran. Si le pilote est capturé vivant, l'Iran aura un levier de négociation que rien dans l'arsenal militaire américain ne peut neutraliser. Aucune frappe sur l'île de Karg ne ramènera cet homme sain et sauf, et l'opinion publique américaine, déjà réticente à cette guerre selon les sondages, deviendra encore plus hostile à une escalade qui risquerait sa vie. Certains analystes estiment que cette situation pourrait paradoxalement ouvrir une fenêtre diplomatique. L'Iran pourrait utiliser le pilote comme monnaie d'échange pour obtenir des concessions que Trump n'aurait jamais accordées autrement. D'autres, au contraire, pensent que Trump pourrait intensifier les frappes précisément pour tenter une opération de sauvetage. Les 48 heures qui viennent seront décisives. Dans le même temps, Washington a annoncé une information qui est presque passée inaperçue dans le bruit de l'actualité, mais qui porte une charge symbolique considérable. Les autorités américaines ont arrêté sur le sol des États-Unis la nièce et la petite-nièce du général iranien Qassem Soleimani. Pour ceux qui ne connaissent pas ce nom, Soleimani était le général le plus puissant d'Iran, l'architecte de toute la stratégie régionale de Téhéran au Moyen-Orient. Il a été tué en janvier 2020 par une frappe de drone ordonnée par Donald Trump lui-même. Cette arrestation n'est pas un acte judiciaire ordinaire. Le timing est trop précis pour être une coïncidence. Annoncée le même jour que l'ultimatum de 48 heures, elle envoie un message clair à Téhéran. Nous pouvons vous atteindre partout, y compris sur notre propre territoire. C'est une démonstration de renseignement et de capacité opérationnelle. Elle signifie que des personnes proches du cercle le plus intime du pouvoir iranien vivent aux États-Unis, à portée des autorités américaines, et qu'en cas d'escalade, Washington dispose de leviers de pression que le grand public ignore encore. Mais pendant que Washington et Téhéran s'affrontent sur ces multiples fronts, l'Europe, elle, commence à payer une facture économique et humaine de plus en plus lourde. Ce vendredi soir, le gouvernement français a annoncé le lancement prochain d'un dispositif baptisé Prêt Flash Carburant, opéré avec Bpifrance. L'objectif, soutenir en urgence la trésorerie des petites entreprises françaises les plus exposées à la flambée des prix de l'énergie causée par le blocus du détroit d'Ormuz. Ces prêts, à un taux de 3,80%, seront distribués via un canal entièrement numérique avec une mise à disposition des fonds en 7 jours. Une réponse économique d'urgence qui témoigne de l'ampleur des dégâts déjà visibles dans le tissu économique français. Mais la France fait face à une autre crise simultanée. Au sud du Liban, des frappes israéliennes ont blessé 40 personnes, dont 2 enfants. Le président de la Conférence des évêques de France a publiquement appelé à la solidarité avec le peuple libanais, et Israël a confirmé la mort d'un de ses soldats et 5 blessés dans une attaque iranienne. Ce tableau révèle une réalité que l'on oublie parfois dans l'analyse des grandes puissances. Derrière les ultimatums et les marchés pétroliers, ce sont des vies humaines ordinaires qui sont directement touchées, des enfants blessés au Liban, des petits entrepreneurs français qui ne peuvent plus payer leurs fournisseurs, des familles américaines qui attendent des nouvelles d'un pilote disparu. La guerre au Moyen-Orient n'est pas une abstraction géopolitique. Elle est déjà là, concrète, dans les vies de millions de personnes qui n'ont pris aucune décision. Alors où en sommes-nous exactement? Trump a donné 48 heures à l'Iran. L'Iran a répondu stupide. 2 avions américains ont été abattus pour la première fois depuis le début de l'offensive. Un pilote est toujours disparu en territoire iranien avec une prime sur sa tête.
la nièce de Soleimani, a été arrêtée aux États-Unis. Et la France lance des prêts d'urgence pour ses entreprises pendant que des enfants sont blessés au Liban. En une seule journée, le conflit a changé de nature. Ce n'est plus seulement une guerre de frappe aérienne et d'ultimatums rhétoriques, c'est désormais un affrontement où les pertes humaines américaines deviennent réelles, où la défense iranienne s'avère plus redoutable qu'estimée et où le pilote disparu représente une variable diplomatique que personne n'avait intégrée dans ses calculs. Les 48 heures qui viennent sont peut-être les plus décisives depuis le 28 février. 3 scénarios sont possibles. L'Iran cède partiellement, rouvre le détroit dans un geste calculé pour éviter l'escalade tout en sauvant la face. Trump accepte et déclare une victoire. Ou l'Iran tient sa position, les 48 heures expirent, et Trump doit choisir entre exécuter sa menace ou perdre définitivement toute crédibilité. Ou enfin, le destin du pilote disparu s'invite dans les négociations et crée une dynamique entièrement nouvelle, imprévisible, impossible à contrôler. Ce qui est certain, c'est que dans 48 heures, le monde sera différent, dans un sens ou dans l'autre.